Monsieur le procureur général, soyez le bienvenu. Georges Fenech et moi-même avons été désignés par le bureau de la commission des lois présidé par Jean-Jacques Urvoas afin d'effectuer une mission d'information en ce qui concerne la révision des décisions pénales. Qui mieux que vous peut intervenir en premier, puisque vous êtes notre premier grand témoin en la matière. Vous êtes procureur général, nous connaissons votre sagacité et je suis bien certain que vous allez nous faire tout un certain nombre de propositions. Avant de vous donner la parole pour cet exposé liminaire, je voudrais vous dire ce qui, l'un et l'autre, nous a interpellés. Georges Fenech, dès 2007, a déposé une proposition de révision dans le cadre d'une PPL, comme nous disons, proposition de loi, car il était interpellé par le fait que, depuis 1945, 8 décisions seulement ont fait l'objet d'une décision par la Cour de révision. Il suffit de se reporter à la proposition qu'il a faite pour voir toute la problématique sur laquelle nous reviendrons. Depuis ces dernières années, il y a eu la procédure de révision et la procédure de réexamen. Et nous n'avons sans doute pas tiré toutes les conséquences des décisions de la Cour européenne et de cette nouvelle procédure de réexamen. Et puis, le législateur a été interpellé par le fait que un certain nombre de décisions condamnaient la France, 5 décisions en 2013, sur l'absence de motivation. Certes, le dernier article du Code de procédure pénale, l'article 365.1, est susceptible d'apporter peut-être un début de réponse sans qu'il n'y ait de garantie, puisque la Cour européenne ne s'est pas encore prononcée à son égard. Mais bien évidemment, pour les deux juristes que nous sommes, la motivation est quelque chose d'essentiel, chacun le comprendra. Dans un état de droit, on a le droit de savoir pourquoi on est condamné, pourquoi on a raison, pourquoi on a tort. En ce qui concerne la procédure de révision, nous sommes interpellés bien évidemment sur le 4e moyen, la notion de fait nouveau, et sur la notion de doute qui doit préexister ou être la conséquence de l'apparition de ce fait nouveau. Comme le me disait Georges Fenech hier, lui qui a requis aux assises, s'il y avait 1% de doute, il ne requérait pas de condamnation. Il ne peut pas y avoir de doute en la matière. J'ai lu tout ce que vos illustres prédécesseurs, le président Canivet en particulier, a pu écrire sur la notion de doute. Chose d'essentielle et qui nous interpelle fortement. D'autant plus que le doute est quelque chose d'extraordinairement relatif en fonction des nouveaux moyens techniques de procédure qui permettent de déterminer si, oui ou non, le fait est constitué. C'est bien évidemment ce premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel nous interrogeons, c'est le doublon entre la Commission et la Cour. Alors même que, dans le cadre du réexamen, une 3e composition de la Cour est prévue. L'une des propositions qui avait été faite par Georges Fenech était de retenir la composition
qui a été celle qui, en 2000, a permis d'établir le réexamen. Toutes ces questions, naturellement, sont importantes. Et puis, nous aurons à réfléchir également, Monsieur le procureur général, sur les scellés. On comprend bien que c'est un problème important. Et que c'est un problème également, on ne peut pas conserver le poignard qui a permis d'assassiner Jules César, bien sûr, aussi longtemps. Mais enfin, voilà. Quelle prescription s'établit sur les scellés? Et est-ce que les scellés, leur délai de conservation est lié à la prescription? Certains ont proposé qu'on réserve un sort différent pour les crimes et les délits, et que l'on réserve un sort différent pour les crimes où il y a une contestation de culpabilité et pour ceux où il y a simplement une recherche de circonstances atténuantes. Chacun comprend bien que sur ces choses-là, les choses peuvent évoluer. Voilà un peu, j'ai voulu vous présenter cela. Nous aurons à écouter beaucoup des acteurs de la justice, et puis nous ferons un rapport et nous verrons, au vu de ce rapport, si nous devons proposer une modification de la loi ou pas. Monsieur le procureur général, je vais proposer à Georges Fenech, s'il le souhaite, de compléter ce que je viens de vous dire, et puis je vous donnerai la parole pour un propos liminaire. Merci également, Monsieur le procureur général, Monsieur le secrétaire général, ainsi que vos collaborateurs, d'avoir répondu à notre invitation. Nous démarrons effectivement nos travaux. Ce matin, je veux y voir un petit peu aussi un symbole dans la mesure où les questions de justice sont toujours l'occasion d'affrontements et de clivages politiques quelquefois durs. On le voit actuellement. Et le fait que nous soyons réunis, Alain Tourret et moi-même, au-delà de ces clivages, mérite sans doute d'être salué car nous avons, je crois bien sûr, la même vision des choses et c'est un sujet sur lequel on devrait retrouver un grand consensus. Un autre symbole aussi, Alain Tourret est avocat de formation, moi-même magistrat, je veux y voir aussi un symbole de ce travail en commun. Alain Tourret a indiqué qu'il y a eu 8 décisions depuis 1945. Vous direz peut-être que c'est la signification que la justice fonctionne bien, qu'elle se trompe rarement. Ce serait une conclusion, à mon avis, un peu rapide. Et puisque Alain Tourret a fait référence à la proposition de loi que j'avais déposée en 2007, je dois vous dire que cette idée m'est venue après la fameuse affaire Seznec, qui avait provoqué beaucoup d'interrogations, non seulement dans le monde judiciaire, mais également dans l'opinion publique, surtout par cette contradiction qu'il y avait eu, vous vous en souvenez, entre la Cour, entre la commission qui avait conclu, dans un sens, et la Cour de révision qui avait rejeté la requête. Tout cela nous avait amené à l'époque à une réflexion qui n'avait pas abouti à une proposition de loi à l'époque. Donc aujourd'hui, il nous semble venu le moment, dans la sérénité, dans le calme, en dehors de toute pression médiatique, en dehors de toute affaire, de réfléchir à nouveau sur la nécessité ou non, car nous sommes évidemment dans une démarche prospective pour l'instant, c'est après les auditions que nous nous ferons une idée précise. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de faire évoluer la question de la révision des procès criminels, étant entendu que l'un comme l'autre, nous sommes parfaitement conscients de ce que représente l'autorité de la chose jugée, qu'il ne faut pas mettre à mal, bien entendu, mais dans le même temps, l'ordre social souffre énormément du sentiment qu'il puisse y avoir un condamné innocent que la justice ne reconnaîtrait pas. C'est donc l'esprit qui nous anime pour cette mission. Voilà. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, messieurs les rapporteurs. Je partage avec Georges Fenech à la fois une formation, celle de magistrat, mais aussi l'expérience des assises, et
qui a été aux assises, c'est l'impressionnisme de ces juridictions. Mais nous savons qu'aujourd'hui, les occasions de réviser des condamnations pénales dépassent très largement le champ de l'unique cour d'assises pour atteindre effectivement crimes et délits. Si je devais paraphraser l'adage latin qui veut que ora fugit statius, le temps passe mais le droit demeure, on peut se demander si cet adage est applicable aux sentences judiciaires. Le temps passe mais si les sentences sont immuables, nous savons que tout cela est atteint par la relativité. Vous l'avez indiqué, et l'un et l'autre, la problématique pour le juriste, elle est à la fois d'être écartelée entre deux principes. Le principe de la justice la plus juste, une sorte de perfectionnisme du juriste qui souhaite que une décision est toujours perfectible et donc est toujours susceptible d'être améliorée. Et puis de l'autre côté, le problème, ou la problématique plus exactement, de l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire la problématique de la sécurité juridique qui impose que les décisions ne peuvent pas être révoquées dès lors que l'ensemble des recours ont été exécutés. Le problème, à mon avis, on reviendra sur le réexamen, mais le problème n'est pas le mal jugé. Le mal jugé est géré par les voies de recours. Et à cet égard-là, il faut bien voir que les voies de recours assurent à la fois la tendance perfectionniste du juriste. On peut revisiter par la voie d'appel, voir si le mal jugé est du mal jugé en droit, le pourvoi en cassation. Et on ménage la sécurité juridique en enfermant ces recours dans des délais. La problématique va se poser lorsque aucun recours du mal jugé a été fait, ou au contraire, lorsque tous les recours ont été épuisés et qu'apparaissent un certain nombre d'éléments qui permettent de remettre en cause une décision qui soit n'a pas été frappée de recours, soit a vu tous ces recours épuisés. À cet instant précis, je voudrais, dans la perspective de nos discussions, bien distinguer deux choses. Strasbourg, réexamen, c'est la procédure, c'est le processus de jugement. La révision, c'est le fond, c'est-à-dire la culpabilité ou la non-culpabilité. Et je crois qu'il faut bien distinguer, ce qui m'amènera sans doute à avoir, dans les propositions que je pourrais vous faire, peut-être un petit décalage avec ce qui avait été proposé en son temps par Georges Fenech. On sait que cette sécurité juridique, cette autorité de la chose jugée, elle connaît une première en quelque sorte, entorse légitime, c'est l'article 6 du Code de procédure pénale dans son alinéa 2, qui est, bien sûr, lorsque le jugement a été extorqué par un faux, une procédure qui permet effectivement de remettre en cause ce jugement extorqué, là, rien que de très normal. Il y a aussi un principe de sécurité juridique qui est contenu dans l'article 6 alinéa 1, qui dit que l'action publique s'éteint pour l'application de la peine par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Mais nous savons que ce principe de l'autorité de la chose jugée, qui se retrouve dans l'article 4 du protocole numéro 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit aussi qu'on ne peut pas poursuivre une personne qui a déjà été condamnée définitivement, ne bis in idem ou non bis in idem selon les pays européens, connaît du fait de la jurisprudence française non pas une dérogation, mais une ammodiation. Et j'en citerai deux exemples. La Cour de cassation considère que dès lors que les fondements des poursuites pour un même fait sont différents,
eh bien, la règle non bis in idem ne s'applique pas. On l'a vu dans le sang contaminé, poursuite pour tromperie, puis poursuite pour empoisonnement. Et la Cour de cassation décide que lorsqu'une personne a été poursuivie et relaxée pour homicide involontaire, rien n'empêche que des investigations soient menées du chef et des condamnations à intervenir du chef d'homicide volontaire, parce que les fondements, et notamment l'élément intentionnel, sont totalement différents. Et donc, elle estime, notre chambre criminelle de la Cour de cassation, que la règle de non bis in idem ne s'applique pas. Mais tout cela, ça n'est pas la révision des condamnations pénales. Tout cela, c'est l'application de règles, de procédures, et c'est la lecture par le législateur ou la lecture par la jurisprudence de règles qui fondent nos états de droit et le respect des conventions internationales. La problématique de la révision, elle est différente. Alors, on reviendra sans doute sur les bilans, mais avant de passer à l'évaluation du dispositif, je voudrais juste donner, pour revenir sur les chiffres que vous avez cités, monsieur le rapporteur, sur un constat. Avant 89, après 89. Si l'on prend une échelle de 6 ans avant la loi de 89, parce que nous disposons de statistiques fiables quant à cette période. Si je prends la période 83-89, saisine en révision réservée aux gardes des Sceaux, nous avons 22 saisines de la commission en 6 ans seulement, mais en revanche, un taux de saisine de la Cour de révision considérable, 18. 89, ouverture de la possibilité de faire des requêtes en révision. Et là, on a une explosion du nombre des requêtes qui tourne autour de 130, 140 par an, mais un appauvrissement du nombre de saisines de la Cour de révision considérable, car l'essentiel des décisions de la commission de révision vont se porter sur l'irrecevabilité des requêtes. Et finalement, en 6 ans d'application de la loi de 89, nous n'aurons que 15 saisines de la commission pour environ 500 requêtes, 15 c'est de la Cour de révision, pardon, pour un peu plus de 500 requêtes, alors que, je vous le rappelle, dans la période précédente, 22 saisines de la commission, 18 saisines de la Cour de révision. Ce qui ne veut pas dire que la Cour de révision va aller à la révision, bien entendu. Mais c'est juste pour placer la focale sur l'ouverture n'a pas correspondu à une augmentation des saisines de la Cour de révision. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, mais je tenais à le souligner à cet instant précis. Ce que je voudrais dire, si quand on regarde un petit peu en profondeur l'évaluation du dispositif contenu dans la loi dans le Code de procédure pénale aux articles 622 et suivants, on s'aperçoit de deux choses. On est passé d'une révision extrêmement limitée, notamment si on prend la période 1808 aujourd'hui, on passe d'une ouverture extrêmement limitée, avec des cas d'ouverture extrêmement limités, limités notamment à la matière criminelle. Et dès lors qu'on le limite à la matière criminelle, évidemment, se pose le problème de l'infaillibilité du peuple français. Et donc, on ne va ouvrir les cas de révision que de manière extrêmement modeste et limitée. Bon, la fin du XIXe siècle voit les ouvertures s'augmenter, et notamment lorsque la loi de 67 vient ouvrir la révision à titre posthume, et puis surtout la loi de 95, qui va ouvrir à la matière correctionnelle la possibilité de révision.
Et surtout, aussi, ce texte de 1995 va instaurer, inscrire la possibilité du fait nouveau qui n'existait pas auparavant. Il n'y aura pas de réforme pendant 104 ans. Il faudra attendre 1989 pour, par le texte de la loi du 23 juin, instaurer une ouverture bien plus grande en inscrivant la notion de fait nouveau de nature à faire naître un doute sérieux sur la culpabilité et parfois seulement d'ailleurs un simple doute dans l'application de ce texte par la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Alors, bien sûr, certains se sont émus que cela mette en cause l'infaillibilité du jury populaire en matière criminelle. Mais, de toute façon, en matière correctionnelle, elle était ouverte. Mais nous savons que l'infaillibilité du jury populaire a connu d'autres entorses, avec notamment la légitime instauration d'une procédure d'appel des décisions des cours d'assises, avec un jury renforcé pour que cette infaillibilité soit elle-même, d'une certaine manière, préservée. La dernière modification en cause, c'est la loi du 10 mars 2010, qui a prévu donc que pouvait être imposé à la personne dont la peine était suspendue par la commission de révision un certain nombre d'obligations garantissant la représentation en justice et l'absence de récidive. Le dispositif actuel, finalement, ressort de toute cette histoire et l'on sait aujourd'hui que l'essentiel des demandes de révision se fonde sur la notion de fait ou d'éléments nouveaux. C'est le gros du bataillon, je vais dire, des requêtes qui sont présentées à la commission de révision. Et dès lors, vous connaissez le texte, après une condamnation vient à se produire, à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction. C'est intéressant, la notion d'élément inconnu, puisqu'elle remplace la notion de pièce qui existait dans le texte antérieur à la loi de 89. Alors, si on s'arrête un instant, si la personne condamnée a l'impression d'avoir été mal jugée et de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, ce n'est pas la révision. C'est le recours à Strasbourg. Éventuellement la condamnation de la France et derrière le réexamen possible. Si en revanche, le principe de sa culpabilité ressort, est mis à mal par un fait nouveau ou un élément nouveau, là, on est bien dans le cas de la procédure de révision. Mais ce fait nouveau ou cet élément nouveau doit être de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Et à cet égard, vous l'avez souligné, on peut avoir de grandes difficultés, de grandes différences d'appréciation entre la commission de révision, qui est plus prompte à saisir à raison du doute la Cour, et la Cour de révision qui se montre, dans son appréciation, extrêmement vigilante sur la notion de fait nouveau de nature à faire naître un doute. On sait que dans cette perspective, la Cour de cassation n'a pas encore travaillé, j'allais dire, par sa jurisprudence, la notion que j'indiquais il y a un instant. C'est-à-dire qu'au fait nouveau, la loi de 89 a rajouté un élément nouveau. Et il n'y a pas eu encore d'exégèse sur ce que pouvait être un élément nouveau par rapport à un fait nouveau. Et là-dessus, il y a un problème conceptuel sur lequel il faudra se pencher, car si le législateur, je n'imagine pas qu'il l'ait fait par mésaventure, a changé le mot pièce nouvelle par élément nouveau, ça doit avoir une signification à mon avis. Et de ce côté-là,
il se trouve si l'on regarde les travaux des commentateurs et les travaux parlementaires à l'occasion de cette modification, on voit que l'interprétation en tout cas, l'intention de l'utilisateur, la ratio legis, et ce qu'en déduit la doctrine, c'est qu'il y a un fait qui vient à se produire postérieurement, mais un élément, c'est quelque chose qui vient à se révéler postérieurement. C'est-à-dire que l'élément préexisterait, mais la révélation serait postérieure. Simplement, je l'indique parce que cette voie d'interprétation n'a pas été encore fait l'objet de décision de la Cour de cassation. Alors, le traitement, les modalités de traitement d'un dossier, j'avance assez rapidement. Donc, la requête est soumise à une commission de révision. Je vous proposerai d'ailleurs, si vous deviez aller vers un projet de loi, de changer le texte, à supposer que vous ne vouliez pas fusionner les instances, mais de plutôt l'appeler, pour que ce soit plus clair, la commission d'instruction des requêtes en révision. Ce n'est pas une commission de révision, elle ne révise pas, elle propose simplement la saisine d'une cour qui, elle, décidera s'il y a lieu à révision. Donc c'est une commission d'instruction qui, avec un certain nombre de moyens à sa disposition, d'investigation, d'audition, de confrontation, de perquisition, de tout ce qu'on veut, va déterminer, principalement, puisque c'est le principal chef des requêtes, s'il y a lieu à constater qu'il y a un fait nouveau qui autorise qui fait naître un doute et qui autorise la saisine de la Cour de révision. La liste des personnes qui sont aptes à demander la révision est limitativement énumérée, vous le savez, mais elle est ouverte puisque le condamné, principalement lui, est intéressé. Je me demandais, mais c'est iconoclaste ce que je vais dire. Alors, je le dis, non pas parce que la caméra est arrivée, mais le texte était préparé avant. Le procureur général de la Cour de cassation n'est pas l'auteur possible d'une révision. Il peut saisir en réexamen, pas en révision. Mais pourquoi le procureur général se substituerait-il au condamné? Une bonne question. On pourrait l'imaginer lorsqu'un fait nouveau, en revanche, remet en cause un acquittement. Et quand l'acquitté est bien coupable. Si l'autorité de la chose jugée est acquise sur cet acquittement est définitif, quand bien même un fait nouveau prouverait à l'excellence. Là, on ne serait pas dans le doute. Le doute doit profiter à l'accusé. Mais lorsqu'un élément nouveau démontrerait, et vous l'avez indiqué, les nouvelles techniques d'investigation, les nouvelles techniques scientifiques d'investigation font que le mégot, oublié sur le lieu du crime, le mégot oublié sur le lieu d'un viol, eh bien aujourd'hui parle alors qu'il ne parlait pas il y a 20 ou 30 ans. C'est une question qu'il faudra se poser dans le cadre d'une sorte d'équilibre, à mon avis. Simplement, les conditions dans lesquelles un acquittement pourrait être révisé devraient être une certitude et non pas un doute, de mon point de vue. Certitude scientifique, j'entends, bien sûr. Alors, la commission de révision des condamnations pénales, vous le savez, elle est composée de 5 magistrats de la Cour de cassation qui sont désignés par l'Assemblée générale de la Cour de cassation. Elle comprend des magistrats de toutes les chambres. Simplement, elle comprend 2 magistrats de la chambre criminelle et parmi ces 2 magistrats est choisi le président de la commission de révision. À l'inverse de la Cour de révision, la composition de la commission de révision est prévue par les textes. C'est que la loi ne dit rien sur la composition de la Cour, ce qui me mènera à vous faire des propositions en ce sens. La question qui se pose, c'est que, bon,
Cour de révision a, dans sa période la plus récente, eu du doute, en tout cas de la nécessité de faire examiner ce doute par la Cour, une vision un peu plus libérale que lors des premiers temps de l'application de la loi de 89. Ce qui me paraît une bonne chose. Une bonne chose, pourquoi ? Parce que la commission de révision est une commission d'instruction. Il ne lui appartient pas, à mon avis, de préjuger. Elle doit simplement déterminer si les critères qui autorisent la saisine de la Cour sont là, et notamment s'agissant du 4e critère, s'ils sont de nature à faire un doute. Pas forcément un doute sérieux, un doute. Principes fondamentaux de nos démocraties, je le répète, c'est que le doute profite à l'accusé. Pardon. Il y a 2 problèmes qui se posent, cependant, sur la procédure de la commission de révision. Lorsque la commission de révision, on a eu un cas récent, c'est pour ça que j'en parle, lorsque la commission de révision, dans ses investigations, découvre que, finalement, l'auteur du crime de ces investigations pourrait être Pierre-Paul Oujac, qui n'est pas le condamné. Récemment, la Cour de révision a saisi directement le procureur de la République, ou le procureur général, du lieu présupposé, du lieu du domicile de ceux ou de ces auteurs présumés, pour ouvrir une information. Je pense 2 choses. C'est que, 1, il faudrait organiser cette procédure qui permettrait de déclencher une nouvelle investigation concernant d'autres personnes que le condamné, dès lors que, bien sûr, les conditions de mise en œuvre de l'action publique existent encore. Les investigations de la commission de révision sont-elles susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique ? Ce serait bien de le dire. Et deuxième chose, il faudrait prévoir que, effectivement, un processus écrit de transmission aux autorités de poursuite, c'est-à-dire au procureur de la République, soit clairement établi par les textes et que, par ailleurs, soient prévues les conditions dans lesquelles la suspension des travaux de la commission de révision, dans ce cas-là, pourrait intervenir. Car si les faits concernent, si les doutes de la commission sur l'existence d'autres auteurs sont avérés par la procédure ouverte à la suite de la saisine du procureur de la République compétent pour ces autres auteurs éventuels, bien sûr, ça devrait suspendre l'examen par la commission de révision de l'existence d'un doute sur l'auteur qui est le requérant et ayant saisi la commission de révision. La Cour de révision, avant de parler de la Cour, il y a 2 choses que je voudrais dire encore. Premièrement, quelle est la place de la victime dans la phase commission de révision ? Je pense qu'il n'est pas inutile qu'à un moment donné, pas une présence permanente, mais qu'à un moment donné, la victime, partie civile, puisse faire entendre sa voix avant que la commission de révision ne prenne sa décision, et puis peut-être aussi avant que la commission de révision décide de la libération du condamné en l'astreignant ou non à un certain nombre de mesures de contrôle. Je pense aussi qu'il ne serait pas, sur ce point de la mise en liberté, mais c'est compliqué c'est compliqué à organiser parce que, savoir devant quelle formation cela viendrait de la chambre criminelle, ne faudrait-il pas instaurer un recours possible sur la mise en liberté d'un condamné par la commission de révision ? Pour l'instant, cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Même la commission de révision n'est pas infaillible. C'est une question qui se pose.
Je reconnais qu'elle est difficile à trancher, car à force de saisir la chambre criminelle, nous n'aurons plus de conseillers pour composer la cour de révision s'ils ont statué sur le recours sur la mise en liberté. Il y a de nombreux magistrats à la chambre criminelle, la cour de cassation. Alors, la cour de révision des condamnations pénales. Il y a une difficulté, moi, que je vois, et qui est une difficulté qui n'est pas une mise en cause de tel ou tel, qui n'est pas, en quelque sorte, un soupçon que je porte. Mais la composition de la cour de révision n'est prévue dans aucun texte. Actuellement, c'est le président de la chambre criminelle. Alors, ça, c'est conforme au texte, puisque le texte nous dit, le Code de procédure pénale nous dit que la cour de révision, c'est la chambre criminelle qui se transforme en cour de révision. C'est un peu délicat, parce que cette chambre criminelle peut être celle qui a statué et rejeté le pourvoi du condamné dont on va réviser la condamnation. On l'a vu dans un cas récent, sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme, au nom de l'impartialité objective. Mais surtout, pourquoi une cour de révision, une commission de révision composée, j'allais dire, de magistrats issus des différentes chambres de la Cour de cassation, premier point, et une cour de révision qui est limitée à la chambre criminelle, deuxième point. C'est le président lui-même qui désigne les membres de la cour de révision. Alors, je ne mets pas du tout en cause les qualités et bien sûr l'impartialité du président Louvel, non plus que de ses prédécesseurs. Mais la Cour européenne des droits de l'homme exige quand même que la formation de jugement soit quelque chose de préétabli et de certain et de prévisible. Pourquoi ne pas organiser une désignation des membres de la Cour de révision selon les mêmes termes, en fixant le nombre, et selon les mêmes termes que la commission de révision, c'est-à-dire par une élection au sein de l'Assemblée générale de tel nombre de magistrats issus des différentes chambres de la Cour de cassation, le président, comme pour la commission de révision, pouvant être décidé appartenir à la chambre criminelle. D'autant que c'est la solution qui est retenue lorsque est créée une formation de réexamen des condamnations après sanction de la CEDH. Pourquoi cette distorsion entre commission de révision, cour de révision, chambre de réexamen ou cour de réexamen? L'unicité, à mon avis, et la prévisibilité de la composition des uns et des autres devrait être prévue d'un nombre fixe, prévu par la loi, avec un mode de désignation qui soit lui-même objectif, ce qu'il l'est sans doute, mais soumis à non pas à un seul homme, mais à l'Assemblée générale de la Cour de cassation ou tout autre moyen que la loi pourrait décider. Oui. Je pense qu'on pourrait peut-être décomposer en deux votre intervention liminaire et vous poser dès à présent un certain nombre de questions et que vous repreniez ensuite votre intervention liminaire. Ah bon, alors, si vous en aviez... Non, alors, excusez-moi. Vous avez posé la question de la possibilité de confondre commission et cour de révision. Pardonnez-moi de le dire aussi brutalement, mais le temps court. Je trouve que la séparation de l'instruction et du jugement est une bonne chose. C'est pour ça que je proposais plutôt un changement de la dénomination de la commission d'instruction, qui saisit ensuite une instance de jugement qui est la cour de révision. On peut en discuter, on en discutera peut-être dans un instant. La problématique des scellés, c'est extrêmement compliqué parce que
la gestion des scellés est une problématique considérable dans les juridictions. C'est une problématique considérable en volumétrie et en coût. En revanche, évidemment, bon nombre d'affaires et bon nombre d'affaires de révision ont parfois échoué parce que les scellés qui étaient propres à asseoir un doute avaient disparu. Et de ce côté-là, par exemple, dans l'affaire Seznec, on a pu réaliser de nouvelles expertises sur les documents saisis, alors que dans l'affaire Dils, on a eu beaucoup de difficultés puisque les scellés avaient été détruits. Dans l'affaire Radad, rappelez-vous, heureusement, la porte de la chaufferie n'avait pas été détruite, celle où avait été inscrite cette fameuse inscription. Par ailleurs, dans l'affaire Le Prince, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a créé un doute au sein même de la Cour de cassation, la commission de révision avait saisi la Cour de révision, tous les scellés sauf un avaient été détruits. Donc, je crois qu'il faut rendre compatibles des exigences de gestion. On ne peut pas conserver tous les scellés. Et deuxièmement, les impératifs de possible erreur judiciaire, notamment en matière criminelle. Et je rejoins le propos qui était le vôtre tout à l'heure, c'est de dire peut-être établir des règles différentes selon la prescription. Non pas la prescription de l'action, enfin, la prescription plutôt de la peine que de l'action publique, en imposant dans un certain nombre de dossiers criminels la conservation des scellés, quitte d'ailleurs là, la nécessité d'un texte serait essentielle, mais aujourd'hui, la restitution des scellés, même si elle est soumise à un pouvoir d'appréciation des parquets, est quand même extrêmement rapide. Et certains scellés sont détruits au bout de 6 mois, vous le savez. Alors, je résume. Composition de la Cour de révision établie à l'avance, à mon avis, et déterminée par la loi. La Cour de révision pourrait suivre d'ailleurs en ce point-là les modalités de la composition de la Cour de réexamen. Il va de soi que tout magistrat ayant connu un titre à un autre de cette affaire, mais ça c'est une règle commune, au plan de la procédure, à mon avis, il ne faut pas étendre les cas de révision aux mal jugés, parce que notamment dans un certain nombre d'affaires, on aura des recours en révision sans cesse. Le mal jugé, c'est la voie de recours. Ça, je crois que l'appel est le pourvoi en cassation. Par ailleurs, je pose la question de l'existence, dès lors qu'il y aurait une certitude d'un acquittement inapproprié d'une saisine par le parquet général de la Cour de révision, ou de la commission de révision d'ailleurs. Par ailleurs, la partie civile peut s'exprimer devant la Cour de révision, pas devant la commission de révision, ce qui, à mon avis, il faudrait lui ouvrir une fenêtre à ce moment-là. Et enfin, au moins quand se posent des problèmes de libération, on devrait pouvoir entendre les victimes pour savoir si, dans l'attente d'une décision de la Cour de révision, il est opportun ou pas de procéder à la liberté. J'ai accéléré pour que vos questions prennent toute leur place. Mettez-moi. On va essayer, Georges Fenech et moi-même, de vous poser un certain nombre de questions. Vous avez fort bien analysé l'article 4, le paragraphe 4 de l'article 622. Vient à se produire ou se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute. J'ai bien vu les évolutions susceptibles d'intervenir dans les années à venir sur la notion d'élément inconnu. Qu'est-ce qu'un élément? Mais qu'est-ce que le doute? Et quel doute? Ça nous interpelle fortement. Il y a le doute sérieux
il y a le doute simple, il y a le moindre doute et le doute raisonnable. Nous avons déjà beaucoup échangé à ce niveau-là. Il est insupportable pour moi que quelqu'un puisse être en prison s'il y a un moindre doute, monsieur le procureur général. Je dis bien un moindre doute. Et à partir de ce moment-là, cette notion du moindre doute auquel nous avons réfléchi tous les deux, je voudrais la tester auprès de vous. Est-ce qu'on peut admettre que lorsque, éliminons le doute sérieux bien évidemment, puisque nous avons simplement le doute là, est-ce que l'on peut dire que le paragraphe 4, avec cette notion de faire naître un doute, un simple doute suffit, et le moindre doute suffit? Je voudrais avoir votre opinion là-dessus. La magie des mots. Le moindre doute, c'est une notion qui est à la fois essentielle. C'est préférons 100 coupables en liberté qu'un innocent en prison. Évidemment, dans l'échelle des préférences, le doute doit profiter et d'ailleurs fonder une déclaration d'innocence s'il y a un doute. En revanche, c'est une notion qui est effectivement très difficile à manier. J'imagine que vous, en qualité d'avocat, je ne sais pas si vous étiez pénaliste ou vous avez plaidé aux assises, Georges Fenech, dans ses fonctions de magistrat, et moi-même, je suis sûr que Dominique Boron, à côté de moi, qui est magistrat également, a connu cette situation dans laquelle le doute ne met pas à néant l'intégralité des éléments de culpabilité. Je vous cite un exemple de jeunesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être de ce criminel qui avait enlevé le vice-président du CNPF à Bordeaux, puis qui était venu dans le Val d'Oise où j'exerçais, assassiner un patron de boîte de nuit parce que il voulait qu'on lui fournisse de l'argent, des moyens de fuite et de se cacher, et qu'au cours d'une poursuite en voiture, il l'avait emmené de force dans une voiture et avait fini par le tuer. Et deux thèses en présence. La thèse de ce condamné, qui va l'être à la perpétuité, qui est de dire je n'avais absolument pas l'intention de tuer ce patron de boîte, simplement dans la voiture, il a essayé de se saisir de mon arme, une lutte s'en est suivie et le coup est parti. Et l'autre, qui était de dire, et il y avait des témoignages, mais la fragilité des témoignages, que, en fait, celui qui était retenu dans la voiture avait tenté de s'échapper et avait été abattu. Jusqu'au bout du bout, de thèse, bien sûr, les expertises balistiques, l'angle de tir, bien sûr la personnalité, mais tout cela ne font pas des preuves incontournables. On n'est pas dans la preuve scientifique. Je ne pense pas que ce garçon était innocent. Je suis même certain qu'il était coupable. Est-ce qu'on est dans le simple doute ? Est-ce que le simple doute ne va pas naître du fait qu'il n'y a pas de preuve scientifique rattachant un fait, criminel ou délictuel, à un auteur ? Une affaire qui a défrayé la chronique judiciaire, qui a connu encore un épisode très récent, c'est l'affaire Agnelet. Le meurtre sans cadavre. Le meurtre sans cadavre fait naître un doute fondamental, pas d'autopsie, pas de balistique, etc. Monsieur Agnelet, après 2 décisions de non-lieu, après
bien des avatars, a été condamné. Et son dernier recours a été rejeté. Donc, la notion de doute ne doit pas être une notion, j'allais dire, objective. Il manque un cadavre, donc il y a un doute. Il manque l'arme, donc il y a un doute. Mais une notion, j'allais dire, quasi subjective, c'est-à-dire en tout cas concrète, du doute raisonnable, qui fait que les charges susceptibles d'être retenues contre une personne condamnée n'étaient pas la garantie absolue de sa culpabilité, ou n'étaient pas la garantie d'une probabilité de culpabilité plutôt. Donc, inscrire dans la loi la notion de simple doute, elle est à la fois légitime, c'est nos principes démocratiques. En même temps, elle posera nécessairement un problème d'interprétation. Je pense que la réaffirmation du principe que le doute profite à l'accusé, il est déjà inscrit dans notre corpus juridique. Renforcer dans la loi la notion de simple doute, il faut voir d'ailleurs à quel moment on le place, sur le passage de la commission de révision à la cour de révision ou sur la décision de la cour de révision. Ce n'est pas le même moment, parce que je pense, et Georges Fenech a été juge d'instruction aussi, que lorsqu'un juge d'instruction a un doute, parfois il préfère que ce soit la formation de jugement qui en décide. Là, on peut aller au simple doute. Pour la cour de révision, le doute doit vraiment mettre en péril et mettre raisonnablement en cause la culpabilité de la personne qui a été condamnée. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais le sujet est extrêmement complexe. Pour avoir interrogé Monsieur le vice-président du Conseil d'État également sur la notion de doute, je vais demander est-ce que le doute raisonnable est un simple doute? Il m'avait dit le doute raisonnable est un simple doute, un doute simple. C'est vrai que le Conseil d'État a aussi des pouvoirs en matière de révision des sanctions prononcées, mais et j'ai beaucoup d'estime et de considération pour Jean-Marc Sauvé, évidemment. Mais permettez que je prenne un exemple excessif et caricatural. N'est-ce pas les Américains qui ont eux-mêmes commis les attentats contre le Pentagone en 2011 ? Non, elle n'est pas sérieuse. Mais ça peut instiller chez certains un simple doute. Sans prendre cet exemple caricatural, cette affaire ne connaîtra, à mon avis, jamais de condamnation, donc j'en parle très à l'aise. Les moines de Tibérine. Qui a tué les moines de Tibérine? Vous savez qu'il y a deux thèses qui s'opposent. Soit le GIA, soit les autorités algériennes pour provoquer une réaction contre le fils et le GIA. On ne saura jamais. On est en train, les juges d'instruction font un travail considérable, mais on ne trouvera vraisemblablement jamais les auteurs. Donc c'est pour ça que cet exemple est un exemple à blanc, si vous me permettez l'expression. Mais dans ce cas-là, admettons qu'il y ait eu des interpellations, admettons qu'il y ait eu des condamnations. Là, le doute pouvait s'instiller raisonnablement dans l'esprit du juge ou demain dans l'esprit, ou après-demain dans l'esprit d'une cour de révision. Donc cette notion de doute, elle est pour moi concrète. Elle n'est pas un simple doute éthéré,
une sorte de concept abstrait. C'est vraiment in concreto des circonstances de la procédure, des éléments recueillis, de la qualité des investigations, que peut naître un simple doute, qui là, évidemment, doit profiter à l'accusé, mais que le doute théorique, qui consiste à dire « et si ?» Et si on inventait une autre histoire? Bien, ça, à mon avis, ça ne peut pas être un critère objectif de révision d'une condamnation pénale. Vous l'avez bien précisé, monsieur le procureur général, c'est une caricature. C'est pour prendre un exemple extrême. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Vos explications vont ouvrir d'ailleurs beaucoup d'autres questions. Peut-être nous n'avions pas vu initialement, puisque nous sommes au début de travaux et on vous en remercie. Mais moi, je retire une impression générale de votre déposition en tant qu'expert et magistrat ici. C'est quand même, une réforme serait quand même nécessaire. C'est ce que je retiens déjà de votre intervention, ne serait-ce que pour préciser les choses, notamment la composition de la Cour de révision qui devrait être inscrite dans la loi. Alors, on aurait beaucoup de questions, mais le temps va nous presser puisqu'on a une autre audition immédiatement après. Je retiens également votre scepticisme sur la fusion des deux organismes, enfin, la commission et la Cour de révision. Vous avez pris des exemples d'un juge d'instruction qui peut renvoyer, même s'il a un doute. Bon. Mais là, nous ne sommes plus dans la phase du mal jugé, comme vous dites. Nous sommes dans la phase de la révision, dans la phase postérieure à une condamnation. C'est plus la même chose. Un juge d'instruction qui renvoie, il n'est pas dans la condamnation, il est dans les charges qui pèsent, etc. Il appartiendra à une juridiction de jugement. Là, on est dans une autre phase qui n'est pas comparable. Nous nous interrogeons sur faut-il considérer qu'il y a un doute simple, doute sérieux, doute léger, qui mérite un nouveau procès. Moi, je comprends parfaitement les interrogations qu'a soulevé par exemple l'affaire Cesnay, quand on a des hauts magistrats qui vous disent dans un premier temps, au moment de la commission, il y a un doute qui mérite que la Cour se prononce. Ils ont déjà dit il y a un doute. Or, ce doute, soumis à d'autres hauts magistrats de même rang, n'est plus un doute. Comment voulez-vous ne pas laisser un doute, si j'ose dire, à ceux qui attendaient une décision? Mais comment peut-on douter un instant et ne plus douter à l'autre alors qu'il s'agit des mêmes magistrats, enfin des mêmes magistrats, des magistrats de même niveau de la Cour de cassation qui ont eu deux appréciations différentes. Pour ça, on se pose vraiment la question, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'au sein même de la Cour de révision, la Cour elle-même désigne en son sein un collège de 3, par exemple, magistrats chargés de l'instruction du dossier. Il n'y a pas cette césure comme on l'a avant le jugement. Franchement, ça existe. Les chambres d'instruction peuvent désigner l'un de leurs membres pour des mesures d'instruction. Ce principe existe. Est-ce qu'on ne pourrait pas rationaliser, c'est comme ça qu'on avait vu un petit peu les choses, qu'il y ait une seule instance. Ça, c'est ma première quand même interrogation. Vous n'avez rien dit non plus, mais c'est la question qu'on peut vous poser sur la motivation des arrêts de cour d'assises, qui est un sujet aussi sur lequel nous voudrions avancer. Est-ce que vous n'estimez pas qu'il y a aussi là peut-être à préciser, à exiger davantage des cours d'assises? Une troisième question, je m'en limiterai à ça pour l'instant. Nous avons pensé, on voudrait avoir votre avis, est-ce que nous ne pourrions pas introduire un nouveau cas de révision dans le non-respect des principes directeurs du procès pénal, atteinte à la présomption d'innocence, atteinte au principe du contradictoire, absence de motivation? Est-ce que nous ne pourrons pas l'intégrer comme un nouveau cas qui viderait un petit peu de sa substance le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme? Je vous pose la question, je
pense deviner quelle est votre réponse, qui sera sans doute la même que la mienne. Mais enfin, je voudrais quand même vous poser la question. Est-ce qu'on pourrait créer ce nouveau cas d'ouverture à révision pour non-respect du principe? Ce qui me vient à poser, mais alors ma toute dernière question, est-ce que vous ne croyez pas tout de même que lorsque la Cour européenne condamne la France pour non-respect des principes directeurs, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille aller directement et automatiquement à l'annulation du procès et à une révision de plein droit? De dire, mais en son sein, la Cour de révision pourrait désigner. J'allais vous dire, pourquoi pas, mais vous créez une commission d'instruction au sein de la Cour de révision. Je prends un exemple que je connais pour présider la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet. En son sein, il y a une commission d'admission des requêtes. Je désigne 3 membres qui, vous savez que maintenant les citoyens, pour se plaindre du comportement de tel ou tel magistrat dans des conditions précisées par la loi, ce n'est pas le sujet ici, mais en son sein, effectivement, le Conseil délègue 3 personnes pour examiner ces requêtes et créer un filtre sur la recevabilité et le caractère sérieux de la requête adressée contre un magistrat. C'est une forme de filtre qui est exercée en matière de révision par la commission de révision actuellement. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'on l'appelle commission d'instruction au sein de la Cour de révision ou commission de révision distincte de la Cour de révision, on a bien 2 instances. Et ces 2 instances devront respecter le principe qui veut que celui qui instruit et qui rapporte ne participe pas à la formation qui juge. Simplement, ça présuppose aussi, et nous savons que justement la composition de la commission de révision est importante pour cela, c'est que ça permet de répartir la charge de l'examen des requêtes. Si vous regardez depuis 2003, il y a eu environ 1800 requêtes en révision. Donc, je ne serais pas hostile à la détermination au sein de la Cour de révision d'une commission de révision. Mais voilà, je pense que dès lors que les principes d'instruction et de décision de jugement sont respectés, tout est envisageable et possible. La deuxième problématique, qui est la motivation des arrêts d'assises. Alors, c'est une grande question sur laquelle d'ailleurs la loi a évolué, la Cour européenne des droits de l'homme s'est montrée difficile. Il me semble qu'une motivation la plus précise possible doit présider à l'émission d'arrêt d'assises, même si l'on en connaît la difficulté. La difficulté, quelle est-elle? En cause, en première instance, 3 magistrats, 6 jurés. En cause d'appel, 3 magistrats, 9 jurés. C'est en cause d'appel 9, désormais. Si les 3 magistrats sont contre la condamnation et les 9 jurés pour la condamnation, ils obtiennent la condamnation, mais ce n'est pas eux qui vont motiver la décision. Car, sans être désagréable avec les citoyens français, une décision de justice, ça a un certain schéma pour respecter les canons de la motivation des décisions. Et donc, je suis parfaitement conscient de la nécessité d'une motivation, mais n'exigeons pas de la motivation des arrêts d'assises ce qui est exigé de la motivation des arrêts correctionnels, parce que là, on aura une fiction de motivation.
Sur ces problèmes de motivation, un État de droit, avec des citoyens qui sont membres de cet État de droit, doit permettre aux citoyens de savoir pourquoi il est coupable, pourquoi il est innocent, pourquoi il gagne, pourquoi il perd. Depuis plusieurs années, il y a une dérive, globalement, de l'ensemble de la justice pour motiver de moins en moins. Il faut arrêter ça, monsieur le procureur général. C'est l'état de droit qui est en question, là. C'est le citoyen qui est en question, surtout dans les affaires où la liberté, l'honneur, la vie sont en cause. Et ça, alors on pourrait admettre que dans une affaire du tribunal correctionnel portant sur je ne sais quel problème économique, il y ait une droit à une très longue motivation et pas sur un arrêt de cour d'assises. Je vous le dis en tant que citoyen, là, moi. Un délai de 3 jours quand l'affaire est complexe et tout. Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de... Cette feuille de motivation est quelque chose qui me heurte, monsieur le procureur général. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vois pas comment on ait la possibilité de faire 2 droits de la motivation et avec une motivation à minima dans les affaires les plus importantes. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je vous le dis, que je sens en tant que tel, si vous voulez, voilà. Je comprends cet argument et cette émotion. Mais je ne vous suis pas lorsque vous avancez qu'il y aurait de moins en moins de motivation dans les jugements. On en exige de plus en plus de motivation de la part du juge, notamment en matière de détention, notamment en matière de condamnation ferme. La loi exige une motivation spécialement, une argumentation spécialement motivée. Et c'est une bonne chose. Ça n'est pas une critique. Je conteste simplement l'argument d'un appauvrissement de la motivation des décisions en matière pénale notamment. Alors, mon argument n'est que relatif. En matière d'assises, on va vers plus de motivation, puisqu'il n'y en avait pas du tout avant. Si j'ose dire la question, ce sont les questions. Si les questions posées à la Cour et par la Cour, à la Cour et aux jurés, sont une déclinaison extrêmement fine des circonstances de l'affaire, c'est Agnolet. Hein. À ce moment-là, la réponse aux questions vaut motivation. Si, pour un meurtre qui a été commis le 12 mai à Paris, 5 quai de l'Horloge, par monsieur Untel à l'aide d'un pistolet, après avoir prémédité son geste, s'être introduit, parce que c'est un meurtre à la Cour de cassation, c'est un roman à venir, etc., etc. Si les questions sont est-ce que monsieur Untel était bien à tel endroit? Est-ce que monsieur Untel était bien là à telle heure? Est-ce que monsieur Untel était armé? Est-ce que monsieur Untel a la réponse à ces questions qui, elle, respecte le principe de la collégialité jury-cour, peut servir. Après, si vous voulez, on peut exiger, mais ça sera nécessairement le président ou un des 2 magistrats composant la Cour, de mettre un peu de lien autour de ces réponses, la réponse à ces questions. Mais si on veut respecter le vote des jurés, la motivation sera nécessairement, elle devra exister. Pour moi, elle peut exister comme fruit des réponses aux questions, mais on peut imaginer, d'ailleurs, c'est le sens des réformes, on peut exiger un peu de lien autour de la réponse à ces questions, mais la problématique, à ce moment-là, il faut professionnaliser les assises.
Et là, si vous mettez des magistrats professionnels, on pourra avoir les mêmes exigences de motivation. Et je pense que la différence, c'est que le juge doit s'expliquer quand il juge au nom du peuple français. La motivation est différente quand c'est le peuple français qui juge. La problématique sur la Puis après, on m'a expliqué que c'était impossible et une nouvelle loi est intervenue là-dessus. On a respecté l'infaillibilité, si vous voulez bien, en mettant un peu plus de peuple français en appel qu'on ne le mettait en première instance. Monsieur le procureur général, pour l'ordre de notre mission, ce que je voudrais vous proposer, je suis, avec mon collègue Fenech, très intéressé par un certain nombre de propositions que vous avez faites. Nous souhaiterions avoir un écrit de votre part. Et ce que je vous proposerai, c'est qu'après l'avoir étudié, éventuellement, vous acceptiez de revenir devant nous à la fin de notre mission. C'est toujours un plaisir. En général, près la Cour de cassation, chacun le comprend bien. Vous êtes l'un des éléments pivots dans notre réflexion. Et c'est par cet échange qu'une mission d'information est utile, alors même que vous nous dites vous-même qu'il est nécessaire de modifier la loi. Bien entendu. Je vais vous adresser un texte écrit après une remise en forme, parce que là c'était un exposé oral, dans les tout prochains jours, très prochainement. Et si vous l'estimez nécessaire, je reviendrai et je parlerai avec la même franchise, car je crois n'avoir rien scellé de mes analyses et de mes propositions. Sur la révision, question. l'automaticité après une condamnation par la Cour européenne, ou un cas d'ouverture sur le non-respect des principes directs. Oui. Alors, moi, le fait d'avoir une voie de révision sur le non-respect du procès pénal, ça m'inquiète un peu, parce que rien n'empêchera qu'après le procès en révision rejeté, on saisisse la CEDH pour non-respect des principes de l'article 6. Et donc, à mon avis, on crée une case supplémentaire, on n'en enlève pas une à proprement parler. Sur l'effet direct de la condamnation de la France par l'annulation de la condamnation pénale, je crois qu'il faut se méfier. Moi, j'étais avocat général à la Cour de cassation au moment, je suis arrivé après l'arrêt CEDH sur Papon. Rappelez-vous, obligation de se constituer, etc., rejet du pourvoi et avocat non entendu puisque Papon ne s'était pas constitué. La CEDH a condamné la France pour non-respect de l'égalité des armes et l'absence d'un prévenu ou d'un condamné ne devait pas empêcher son avocat de plaider. Bien sûr, réexamen du pourvoi, rejet du pourvoi après audition de l'avocat. Donc, on ne peut pas annuler. Ça dépend, en quelque sorte, de l'angle sous lequel la CEDH a annulé. Vous prenez, par exemple, une condamnation de la France pour conditions de détention inhumaines et dégradantes. Ça n'atteint pas le phénomène de culpabilité. Ça atteint les conditions de la détention. Et c'est bien sûr essentiel d'avoir un tel contrôle et l'influence que cela peut avoir sur la situation d'un condamné. Donc, les critères de condamnation peuvent être extrêmement différents et l'amplitude, et notamment la réparation légitime à laquelle la Cour peut condamner la France, est elle-même très variable en fonction de la gravité de la faute sanctionnée. Donc, on pourrait bien sûr suivre, mais ça serait très compliqué d'expliquer dans la loi les cas dans lesquels on va directement ou pas. Par exemple, pour les conditions de garde à vue, on pourrait imaginer qu'on aille directement. En revanche, je vous dis, pour les conditions de détention, la condamnation de la France est légitime. Elle n'entraîne pas forcément, j'allais dire, révocation de la condamnation pénale. Voilà. Oui, absolument. Oui, sur la commission de réexamen, oui.
Procureur général, nous allons vous remercier. Nous attendons avec impatience ce que vous nous avez annoncé. Et puis, nous verrons avec le co-rapporteur une nouvelle audition éventuellement à la fin de nos travaux. Je vous en remercie.